Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. D'abord la stupeur et la consternation à la NASA. La capsule de la mission Genesis qui devait rapporter des particules de soleil s'est écrasée il y a 2 heures dans le désert américain sans avoir pu être récupérée. Les parachutes ne se sont pas déployés. En Irak, la plupart des associations humanitaires fuient le pays au lendemain de l'enlèvement de 2 Italiennes. Silvio Berlusconi en appelle à l'unité nationale pour obtenir leur libération. Le rapt n'a toujours pas été revendiqué. Après le carnage de Beslan, les services secrets russes désignent les chefs indépendantistes tchétchènes et offrent 10 millions de dollars pour leur capture. Une vidéo tournée par les agresseurs eux-mêmes montre à quel point l'école avait été truffée d'explosifs. En France, le coup d'envoi des consultations sur le service minimum au ministère des Transports. Sujet explosif, Jacques Chirac l'avait promis, mais les syndicats sont vent debout. Il n'est pas question de dire oui, a répété François Chérec, reçu aujourd'hui. Des incidents à Évreux après la mort d'un enfant de 4 ans. Il a été percuté par un motard de 16 ans qui circulait sur une moto volée. Les habitants, la famille, dénoncent l'abandon et le laisser-faire dans le quartier. Et enfin du football, service minimum pour les Français qui assurent l'essentiel face aux îles Féroé. 2-0, but de Ludovic Julie et de Djibril Cissé, des Bleus qui n'ont pas vraiment convaincu. On commence donc avec cette déception à la NASA. Ce devait être une mission spatiale exceptionnelle, celle de la sonde Genesis, partie recueillir des poussières de soleil. Elle est rentrée dans l'atmosphère tout à l'heure, mais le parachute ne s'est pas déployé. La capsule s'est écrasée dans le désert. Nicolas Châteauneuf. Une chute interminable. Dans le ciel du désert de l'Utah, la sonde Genesis et ses 210 kilos tombent inexorablement. Pour une raison inconnue, ces parachutes n'ont pu s'ouvrir. Et après 3 ans de voyage dans l'espace, l'impact au sol est terrible. À 160 km/h, la sonde s'est profondément enfoncée dans le sol. Tout autour, les pilotes des hélicoptères chargés de la récupérer en vol se rendent à l'évidence. La carlingue de la sonde est éventrée. Et les responsables avaient prévenu, si Genesis n'est pas ramenée en douceur, la mission sera sans doute un échec. La capsule atterrissait sur une des nombreuses montagnes qu'il y a ici et qu'elle percutait quelque chose de dur, cela ferait un impact énorme et des dégâts au niveau des échantillons. Pour un coût de 216 millions de dollars, Genesis ramenait sur Terre un peu de poussière solaire que notre étoile produit à chaque instant. Quelques millionièmes de grammes extrêmement fragiles. Mais aujourd'hui, ces poussières sont sans doute irrécupérables. Impossible de savoir si les ingénieurs de la NASA pourront extraire un quelconque échantillon des restes de Genesis. Et ces révélations sur la formation du système solaire devront attendre. Oui, la sonde avait parcouru 32 millions de kilomètres pour recueillir ces échantillons. L'Irak et les suites de l'enlèvement de 2 Italiennes. Le rapt a provoqué un choc là-bas, à Bagdad. Première conséquence, le pays est déserté ce soir par la majorité des associations humanitaires. Plus personne ne se sent à l'abri. Philippe Vicerias, Frédéric Crotta. Aujourd'hui à Bagdad, impossible de rencontrer les membres des associations humanitaires, trop risqués. Ils refusent de s'exposer devant les caméras, de peur d'être reconnus et pris pour cible. Ce matin, seul un coordinateur accepte de faire part de leur état d'esprit. Ça va changer des choses pour nous. Parce que le problème, c'est de savoir si on a été ciblé en tant que tel. Vous voyez, c'est assez difficile de savoir ça. C'est vrai que c'est quelque chose de nouveau en Irak, qu'on s'attaque aux ONG. Dans l'après-midi, le coordinateur annonce que la majorité des ONG pourraient quitter l'Irak. Une information encore au conditionnel. Chaque association doit se décider individuellement. Amman, la capitale jordanienne, pourrait bien devenir dans les prochains jours le premier abri des expatriés d'Irak. À l'aéroport d'Amman cet après-midi, des membres d'ONG arrivent de Bagdad. Leur voyage était prévu, mais ils ne savent pas s'ils retourneront en Irak. Nous sommes un petit groupe, comme les Italiennes. Beaucoup de gens nous ont mis en garde, nous ont dit qu'il fallait partir. Mon organisation analyse la situation. Mais pour l'instant, on va prendre le risque et rester sur place. On est convaincu qu'on doit travailler sans protection armée et par contre de prendre toutes les précautions nécessaires pour pouvoir continuer à travailler. D'ores et déjà, la compagnie aérienne chargée de transporter les associations humanitaires de Bagdad vers la Jordanie annonce avoir doublé ses vols dans les prochains jours. À Bagdad, les étrangers se barricadent un peu plus.
À l'ambassade d'Italie, on rajoute des sacs de sable, protection dérisoire, contre des preneurs d'otages de plus en plus audacieux. Et rappelons que 2 autres personnes de nationalité irakienne ont été enlevées avec les 2 femmes italiennes. L'Italie qui est à nouveau plongée donc dans l'attente et l'inquiétude. Le gouvernement de Silvio Berlusconi est sous pression. Il a obtenu aujourd'hui le soutien de l'opposition pour y offrir une image d'unité et exiger les libérations. Sur place à Rome, Gérard Grisbeck, Valérie Parent. L'association Un pont pour Bagdad tenait cet après-midi une conférence de presse. Hier, c'était la stupeur après l'enlèvement des 2 Italiennes. Aujourd'hui, l'inquiétude a pris le dessus. Pas de nouvelles des otages, l'enlèvement avait visiblement été bien préparé, les ravisseurs auraient fait l'appel des noms en arrivant dans les locaux et ils seraient repartis en pleine connaissance de l'identité de leurs otages. Incompréhension lorsque l'on sait que ces 2 femmes militent pour la paix, appartiennent à une ONG de la mouvance altermondialiste. L'une vit à Bagdad depuis 8 ans, l'autre depuis déjà plus d'1 an. Les 2 ont condamné l'intervention militaire américaine en Irak. Incompréhension encore des familles qui s'expriment peu devant les journalistes. Je lui ai encore parlé l'autre soir au téléphone. Elle était tranquille et consciente d'être là-bas pour aider les enfants. Alors, des drapeaux pour la paix ont été placés aux abords des places des grandes villes. Et spontanément, des rassemblements ont eu lieu dès hier soir à Milan et à Rome. Nous demandons qu'il n'y ait pas seulement une conduite ferme, mais plutôt un droit à la vie, contre la mort. Une attitude contre n'importe quel comportement qui sacrifie des vies. Ceux qui payent les conséquences de cette guerre, ce sont les pacifistes. D'autres rassemblements sont prévus dans les jours prochains à Gênes, Naples et Rimini. L'émotion et l'unanimité ont poussé les hommes politiques à se rassembler. Autour de Silvio Berlusconi, opposition et majorité se sont réunis. Ils ont lancé un appel commun à la libération des otages. C'est une première. Une première aussi, la déclaration des responsables religieux de toute confession, y compris la communauté musulmane d'Italie. Les ravisseurs n'ont rien à voir avec la résistance irakienne. Il faut libérer les otages. Un consensus politique et religieux se dessine donc ce soir. L'Italie montre un autre visage pour affronter cette nouvelle épreuve. Gérard Grisbeck qu'on retrouve en direct. Bonsoir Gérard. La France est d'ailleurs citée en exemple pour son unité dans le même genre d'épreuve, mais il y a une différence de taille, c'est que l'Italie fait partie de la coalition aux côtés des États-Unis. Oui, c'est vrai que tout simplement, il y a 2700 soldats italiens dans le sud de l'Irak. Il n'y a aucun soldat français en Irak. Donc évidemment, la différence est de taille, vous avez raison. Et donc la tâche de Silvio Berlusconi est beaucoup plus difficile, beaucoup plus importante. Et il a été d'ailleurs beaucoup critiqué sur la gestion de dernier enlèvement ici d'un journaliste italien qui s'est terminé par un drame, donc Enzo Baldoni. Il a été critiqué évidemment par le père de Baldoni qui a eu l'impression qu'on avait laissé tomber son fils et puis par l'opposition. Vous savez, ici, traditionnellement, l'opposition est hostile à cette guerre. Elle a beaucoup manifesté l'année dernière au moment où Silvio Berlusconi s'est engagé aux côtés de George Bush. Mais aujourd'hui, c'est l'unité nationale, c'est-à-dire qu'il n'est pas question, pour la majorité comme pour l'opposition, de demander le retrait des troupes italiennes sous la pression de ces enlèvements, donc sous la pression des terroristes. Vous voyez donc qu'on est un peu dans une quadrature du cercle. Pour Silvio Berlusconi, c'est une situation très difficile, c'est presque un cauchemar, c'était ces enlèvements. On ne sait pas dans les jours qui viennent comment va se poursuivre cette mobilisation. Mais on sent effectivement maintenant en Italie depuis hier que quelque chose a changé. Merci Gérard. La France qui exprime sa vive émotion et sa solidarité à l'Italie. Le gouvernement se dit toujours confiant mais prudent sur le sort cette fois de Christian Chesneau et Georges Malbruno. Et il y a peut-être un élément nouveau ce soir. Un communiqué signé prétendument des ravisseurs, impossible à authentifier pour l'instant, mais il semble davantage pris au sérieux que le précédent. Il dément toute exigence de rançon. Samassoula, Florence Bouquilla. En guise d'en-tête, l'image de Christian Chesneau et Georges Malbruno. Ce site internet jusqu'à présent inconnu est en cours d'analyse. L'armée islamique en Irak, si c'est bien elle, déclare qu'elle va annoncer prochainement sa décision sur les otages français sans donner de leurs nouvelles. Le groupe dément avoir demandé une rançon ou mandaté quiconque pour négocier en son nom.
Puis il publie ce mandat d'arrêt contre le fils du chauffeur syrien enlevé avec les 2 journalistes. Ayman, 22 ans, les ravisseurs ont trouvé sur son père cette photo que nous avons floutée, lui avec le général américain Kimit. Le fils du chauffeur rencontré il y a quelques jours par notre équipe à Bagdad confirme ce soir l'existence de cette photo, un photomontage, dit-il, abandonné dans la voiture de son père. Côté gouvernement français, toujours la discrétion et la prudence à l'issue de la nouvelle réunion de crise ce matin à Matignon. Et ce soir, place de l'Hôtel de Ville à Paris, un concert de soutien aux journalistes avec la lecture de messages de solidarité. C'est le silence qui est la pire des choses, ces affaires-là. Ce qui protège nos 2 amis, c'est qu'on en parle à l'extérieur. Une pétition de soutien circule depuis une semaine. Elle a déjà recueilli 10 000 signatures. Il y aura effectivement 3 semaines demain que nos 2 confrères ont été enlevés. Encore un mot de l'Irak, avec un chiffre qui fait les premières pages de la presse américaine. Le seuil des 1000 soldats tués depuis le début de l'intervention vient d'être franchi. Les combats ont encore été très vifs ces dernières 24 heures, notamment ici dans le bastion sunnite de Falloujah. George Bush a rendu hommage aux victimes. Nous pleurons chaque vie perdue, dit-il. Mais c'est une autre phrase qui a marqué la campagne électorale aujourd'hui aux États-Unis, celle du vice-président Dick Cheney. Il a laissé entendre qu'une victoire de John Kerry pourrait entraîner de nouveaux attentats aux États-Unis. Petite phrase qui a déclenché une polémique très vive. En Russie, les premières images de la prise d'otage de Beslan. Il s'agit d'une vidéo tournée par les ravisseurs eux-mêmes à l'intérieur du gymnase. Elle montre à quel point le commando était armé jusqu'aux dents et comment il avait truffé le bâtiment d'explosifs. Gilles Rabin. Ces images qui tremblent ont été tournées par l'un des preneurs d'otages. Il est 9h20, mercredi dernier, 1er septembre. Les terroristes qui ont pris d'assaut l'école de Beslan viennent de regrouper leurs 1300 victimes dans le gymnase, une salle de 14 mètres sur 23. Ils ont divisé les enfants par groupe et autour de chaque groupe, ils ont placé des explosifs. Au sol, mais aussi accrochés au panier de basket ou sur la charpente métallique du toit au-dessus des têtes d'enfants otages. Des fils électriques courent entre les charges, toutes reliées à cette pédale. Si elle se relève, tout explose. Les terroristes se relèveront toutes les heures pour la tenir enfoncée. Dans l'encoignure d'une des 2 portes du gymnase, peut-être l'une des 2 femmes kamikazes qui, selon tous les témoignages d'adultes comme d'enfants, portait une ceinture d'explosifs. Dans sa main, ce qui pourrait être un détonateur. Cette autre vidéo a été tournée, elle, il y a 2 ans, dans la même école, avec les mêmes élèves. Elle permet de comprendre pourquoi il y a eu autant d'otages. En Russie, la rentrée des classes est une fête républicaine. Les familles tout entières, parents, grands-parents, petits frères, petites sœurs, viennent saluer les professeurs et les remercier du savoir qu'ils vont dispenser. Les terroristes le savaient, bien sûr. Au tout début de la prise d'otage, ils ont exécuté les 10 hommes les plus vigoureux qui auraient pu opposer une résistance. 9 dans les couloirs, le 10e devant les enfants. La suite, la vidéo des terroristes ne le montre pas. 3 jours de calvaire, les enfants entassés nus les uns sur les autres dans une chaleur étouffante, sans boire et sans manger, l'assaut raté et le massacre final. Et on ne sait toujours pas, et on ne saura peut-être jamais, l'origine des premières explosions qui ont tout déclenché. Vladimir Poutine a refusé l'idée d'une commission d'enquête et également de sanctions contre les services de police. En revanche, une récompense de 10 millions de dollars pour tout renseignement qui permettra l'arrestation des 2 chefs indépendantistes, Basseyev et Masradov, a été promise aujourd'hui. Moscou se dit prêt également à frapper des bases terroristes dans n'importe quelle région du monde. Image des intempéries en Asie, ici au Japon. Le typhon Songda a fait 27 morts et 14 disparus. La plupart sont des marins, indonésiens notamment. Il s'agit du typhon le plus meurtrier depuis 11 ans. En Chine, on parle également des inondations du siècle. Elles ont fait 180 morts et 64 disparus. À l'autre bout de la planète, la Martinique, elle, a échappé au pire. Grosse rafale de vent, forte pluie et mer très agitée, mais pas de dégâts importants. C'est sur l'île de Grenade que l'ouragan Ivan a été le plus dévastateur. 3 personnes ont été tuées. Économie, c'est une vieille question qui ressurgit. Faut-il un service minimum en cas de grève, notamment dans les transports publics? Jacques Chirac l'avait promis, mais c'est un sujet qui fâche, surtout les syndicats. Le gouvernement avance donc à pas de loup. Un rapport a été rendu et les consultations commençaient aujourd'hui. Nathalie Moisan, David Boéry.
Aujourd'hui, trafic fluide, gare Saint-Lazare, pas de grève en vue. Les esprits ne sont pas échauffés et pourtant c'est ici, parmi les usagers, qu'on trouve les plus fervents partisans du service minimum en cas de conflit. Ah, moi je suis pour. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce qu'ils nous emmerdent à chaque fois qu'il n'y a pas de train. Hein. C'est normal aussi qu'ils fassent grève pour avoir ce qu'ils veulent, mais c'est vrai que bon, ils embêtent un peu tout le monde et ça serait bien d'avoir un service minimum. Le droit de grève est un droit inscrit dans la Constitution et je pense que ça restreint le droit de grève pour les ouvriers. Pour le service minimum également, les associations d'usagers, les mêmes qui soutenaient le gouvernement l'année dernière en plein conflit sur les retraites. Avec les députés libéraux, elles demandent une loi. On en parle tellement depuis 20 ans que je ne vois pas ce qui pourra sortir de neuf de ces nouvelles consultations. Il y a un jour où le pouvoir politique doit prendre ses responsabilités et doit trancher. Dans l'autre camp, les syndicalistes qui ouvrent le bal des rencontres au ministère des Transports rejettent le principe de la loi. Il nous semble que le recours à la loi n'est pas utile, ce qui veut dire que pour la CFDT, il n'est pas question qu'on accepte un service minimum quel qu'il soit. Nous sommes pour la prévention des conflits, la prévention par le dialogue. La prévention par le dialogue, suivant le modèle de la RATP à Paris, ou une loi imposant des trains aux heures de pointe les jours de grève, le gouvernement se donne encore plusieurs semaines pour décider. Alors, il ne s'agit pas d'un service minimum, mais tout de même d'un premier pas. Depuis quelques années, la RATP, les transports parisiens, ont mis en place une procédure d'alerte sociale. Explication Stéphane Despinaud à Nadine Picard. L'alarme sociale a été inventée pour éviter les quais encombrés et la grogne des usagers. Lorsqu'il y a un litige sur une ligne de métro ou dans un dépôt de bus, un syndicat peut écrire à la direction. Une réunion doit alors se tenir dans les 5 jours qui suivent, le but étant de désamorcer le conflit avant qu'il n'éclate. Depuis sa création en 1996, l'alarme est régulièrement utilisée. Ce paquet de documents représente les alarmes sociales qui ont été déposées par l'ensemble des organisations syndicales sur la RATP, qui représente environ 200 alarmes sociales depuis le début de l'année. En 8 mois, l'alarme sociale a ainsi été déclenchée à 153 reprises. 88 préavis de grève ont tout de même été déposés. 43% des conflits ont donc été évités. Mieux encore, entre 1990 et 2003, le nombre de préavis a été divisé par 4 à la RATP. Le mécanisme a fait ses preuves. C'est un bon système parce que je me souviens qu'à une époque, nous nous demandions quel jour nous allions travailler. C'était il y a 20 ans ou 30 ans. Et que maintenant, quand même, les conflits ont cessé. Certains syndicats sont tout de même réservés sur l'alarme sociale. Ils évoquent une belle vitrine qui ne permet pas plus qu'ailleurs de régler les problèmes de fond. L'alarme sociale en soi n'est pas le mode d'emploi magique qui va résoudre les conflits sociaux. Selon le ministre des Transports Gilles de Robien, la SNCF devrait s'inspirer du modèle de la RATP, mais l'alarme sociale laisse pour l'instant les cheminots très sceptiques. Économie encore, cette fois c'est fait. EDF a un nouveau patron. Après des mois d'hésitation, il a été choisi. C'est cet homme, Pierre Gadonex. Il a 61 ans. Il était jusque-là le patron de Gaz de France et il va donc remplacer François Roussely à la tête de 167 000 salariés. Nomination laborieuse sur fond d'opposition entre Matignon et le ministère des Finances. Le PS dénonce, je cite, des combines mesquines. Les délocalisations suite avec une journée de protestation à Saint-Clair-de-Rhône près de Lyon. Manifestation dans les rues. L'usine de solvants et de colorants qui emploie 150 personnes va fermer ses portes. Il y a quelques années, le groupe avait ouvert une unité de fabrication en Chine. La Chine, l'Inde ou encore l'Europe de l'Est, des destinations devenues classiques. Mais la frontière des délocalisations s'élargit chaque jour. Exemple, l'Afrique de l'Ouest. Ainsi, le Sénégal voit arriver à son tour les centres d'appel téléphoniques. Correspondance Éric Monnier, Frédéric Ranck. Marion de Pléchin, bonjour. Oui, bonjour. Virginie Baudouin. Allô, oui, bonjour. Louis Potier. Je voulais vous faire part d'une offre promotionnelle exclusivement réservée Aucun des Parisiens, Toulousains ou Clermontois joints ce matin par une grande société française pour cette offre promotionnelle ne peut se douter que cette proposition lui a été faite en direct depuis Dakar. Et que derrière se cache en fait. Depuis 2 ans, Colmy est l'une des 3 centrales d'appel sénégalaises qui vendent aux entreprises africaines, mais aussi européennes, francophones, ses services de télémarketing, de secrétariat ou d'assistance à des prix très compétitifs. Colmy développe ses propres logiciels et propose des prestations de qualité. Plusieurs grosses sociétés françaises ont déjà franchi le pas et délocalisé leurs services.
sûrs que leurs clients n'y verraient que du feu. Bon, c'est vrai que j'ai eu à pas faire l'accent avec la formation. Et donc maintenant vous exprimez exactement comme une Française. Je crois. Jugez vous-même. Un salaire avoisinant 300 voire 400 euros mensuels, équivalent au Sénégal à celui d'un instituteur, une aubaine pour ses opérateurs, étudiants ou jeunes diplômés, une aubaine aussi pour l'économie sénégalaise, et pas question de se sentir ici coupable de quoi que ce soit. La délocalisation ne date pas d'aujourd'hui et ça n'a jamais empêché l'économie française d'être puissante, d'être leader en Europe comme il le souhaite. Et si je demande les noms de vos clients français? Non. Là, je choisis mon option de téléphonie. Pour le moment, Colmy préfère rester discret. Les délocalisations, on sait en France, le sujet est sensible. Et bien peu d'entreprises françaises prêtes à avouer qu'elles sous-traitent certains de leurs services à l'étranger, même si elles sont de tout cela très satisfaites. Politique, c'est une décision très attendue et ce sera demain soir sur France 2 dans Questions ouvertes. Laurent Fabius doit donner sa position sur le référendum de ratification de la Constitution européenne. Il aura lieu l'an prochain, sujet qui divise le PS, qui est au cœur de la vie politique française. Alexandre Carra, Philippe Turpot. Au PS, l'Europe ne fait plus consensus. Dominique Strauss-Kahn, premier partisan déclaré du oui à la Constitution, en sait quelque chose. C'est une attitude de renoncement dans la construction européenne que de croire qu'on ne peut pas avancer aujourd'hui. On est loin de l'unanimité de Maastricht il y a 12 ans, à tel point que les défenseurs du oui, comme Martine Aubry, Bertrand Delanoë ou Elisabeth Guigou, doivent monter au créneau. Il ne faut pas refuser ces acquis. Même s'ils sont insuffisants, il faut les prendre. Parce que si on ne les prend pas, de toute façon, on sera sur les traités actuels qui sont encore plus libéraux, moins sociaux, moins démocratiques que ce projet de traité constitutionnel. Pour les socialistes, il n'y a plus d'évidence européenne. Résultat, les minoritaires favorables au non, comme Arnaud Montebourg ou Henri Emmanuelli, sont rejoints par des transfuges du courant majoritaire de François Hollande. J'ai le sentiment, la conviction, parce que c'est une affaire de conviction, que le projet de traité constitutionnel va enfermer les politiques économiques et sociales dans une logique libérale, telle que le montre encore aujourd'hui la composition de la Commission européenne. Tous les regards sont désormais tournés vers Laurent Fabius. On dit le numéro 2 du PS, tenté par le non. Un tel choix pourrait faire basculer la majorité du parti dans le camp du refus. Un scénario catastrophe pour le premier secrétaire du PS, partisan du oui. Le piège serait de faire de cette question la seule activité du Parti socialiste. Et je m'y refuse. Un oui ou un non qui pourrait non seulement déterminer l'avenir de présidentiable de Laurent Fabius pour 2007, mais aussi relancer les rivalités pour la direction du parti. Des incidents à Évreux après la mort d'un enfant de 4 ans. Il a été percuté par un motard âgé de 16 ans qui circulait sur une moto volée. La famille et les proches dénoncent l'abandon du quartier et le laisser-faire. Aurélia Guillemin, Francis Forget. Elle tenait son petit frère par la main avant qu'il ne s'élance seul sur ce passage protégé. J'ai vu la moto, mais je ne l'ai pas vue de loin, je l'ai vue à peine là en fait. Et mon frère, il était là, j'ai vu la moto, elle venait à toute vitesse et ça l'a percuté jusque là-bas. Traîné sur plusieurs mètres, Jonathan, 4 ans, est mortellement blessé. Les policiers qui patrouillent dans le secteur arrivent très vite sur les lieux, mais une foule compacte les empêche d'intervenir. Ils se sont retrouvés face à une foule en partie hostile. Une centaine de personnes se trouvaient déjà sur les lieux et certains jeunes très violents empêchaient les forces de l'ordre d'arriver sur les lieux mêmes, c'est-à-dire vers l'enfant et la moto qui se trouvaient à proximité, pour protéger le conducteur de la moto qui prenait la fuite. Caché plusieurs heures dans une cave du quartier, le chauffard a finalement été interpellé. Il a seulement 16 ans, délinquant multirécidiviste, il a 7 fois encore cumulé les infractions. La moto est volée, il conduit en excès de vitesse, il n'a pas de casque et il fait du rodéo là où la rue est uniquement destinée à la circulation urbaine traditionnelle. Une circulation traditionnelle largement perturbée ces dernières semaines par des rodéos au pied des immeubles. Ce dimanche-là, la maman de Jonathan s'était inquiétée de voir plusieurs motos rouler à très vive allure devant chez elle. L'après-midi même, l'une d'entre elles l'a définitivement privée de son fils. Et le chauffard était entendu cet après-midi par un juge d'instruction du tribunal d'Évreux.
Une disparition, celle de Samira Bellil, cette jeune fille qui avait osé briser la loi du silence sur les viols collectifs dans les cités, en portant plainte d'abord, puis en publiant un livre dans l'enfer des tournantes il y a 2 ans, un livre qui avait recueilli beaucoup d'échos. De nombreux hommages lui sont rendus aujourd'hui. Samira Bellil est morte des suites d'un cancer, elle n'avait que 31 ans. L'athlète Fouad Chouki est en prison, on l'a appris ce matin, il a été mis en examen pour viol sur mineur et écroué à Strasbourg. Christine Boss, Virgile Liado. Fouad Chouki, champion de France du 1500 mètres, avait conquis son public. Admiré, adulé, il est aujourd'hui accusé de viol sur une jeune fille de 15 ans. Mis en examen hier soir, il a été placé en détention. Si on m'apprenait qu'il y a quelque chose dans le dossier, j'en serais extraordinairement surpris compte tenu de la personnalité de Fouad, qui est un garçon non violent, incapable de ses faits. Les faits se seraient passés ce week-end dans ce quartier de Strasbourg où vit sa compagne. Ici, Fouad est une véritable star, un exemple d'intégration réussie grâce au sport. C'est un sportif qui a eu probablement, je sais pas moi, une trajectoire malheureuse. Car en août 2003, sa prometteuse carrière de coureur de demi-fond s'interrompt brutalement. Contrôlé positif à l'EPO lors de la finale des championnats du monde d'athlétisme, il écope de 18 mois de suspension. Sans ressources depuis 1 an, Fouad Chouki est un athlète brisé et dépressif. Une nouvelle opération de destruction d'objets contrefaits à l'aéroport de Lyon, des cartables, des cartes à jouer, des miroirs, des articles destinés aux plus jeunes, donc le fruit de plusieurs mois de travail des douaniers, valeur marchande totale estimée plus de 300 000 €. Et à propos d'enfants, cette question à laquelle vous avez sûrement été confrontés en cette rentrée. Faut-il leur acheter un portable et à quel âge? Est-ce un nouveau signe de l'efficacité de la publicité? En tout cas, ils sont de plus en plus nombreux à être équipés d'un mobile ou à en réclamer. Dossier signé Valérie Fourniou, Djebrin Belleili. La sonnerie qui marque la sortie des cours, c'est à présent celle du portable. Tu n'as pas de portable ici. Il n'y a personne. Tu es obligé de l'avoir, hein, sinon t'es pas dans le coup, quoi. Tu peux rien faire, quoi. T'es dépendant, c'est comme la drogue, t'es dépendant à ça. Accro jusque dans les cours, malgré l'interdiction des profs. Ouais, ça m'arrive. Dans des cours moins importants, par exemple, pour moi les langues parce que je suis bilingue ou ce genre de cours. Mais sinon j'évite. Le portable, une drogue en vente libre. Et les opérateurs en profitent. Les assauts publicitaires sont de plus en plus agressifs. Dernier modèle au meilleur prix, tarifs sur les textos et forfaits sur mesure. De quoi séduire aussi les parents, seuls habilités à contracter l'abonnement d'un mineur. Il faut donc qu'ils soient complices. J'avais une père qui est venue avec son 2 enfants de 6 et 8 ans. Il a acheté 2 téléphones. Pour eux. Ça arrive aussi pour eux. Oui. Bonjour, je voudrais passer... Pour les parents, difficile de résister à la pression des enfants. D'autant plus que ce téléphone peut se transformer en cordon ombilical qui rassure. Moi, on sait qu'ils sont sur leur portable, qu'ils sont vivants, qu'ils nous parlent, qu'ils ne sont pas agressés. Bon, c'est vrai que moi, j'ai mon fils qui a subi 2 agressions. Donc moi, ça a déclenché, c'était vraiment le déclenchement à la base. Le prix de sa tranquillité, 40 € par mois pour chacun de ses 2 enfants. Ça coûte cher. Et alors, qui paye? Bah, mes parents. Des parents qui paient pour être rassurés. Mais ce téléphone file à la patte gêne souvent ces 2 adolescents en quête d'indépendance. Les parents gardent quand même une emprise sur nous, parce qu'ils peuvent nous joindre partout. Donc, voilà quoi. Et c'est pas ennuyeux ça, des fois? On n'est pas obligé de répondre, donc c'est pas un problème. Mais parfois, il est des rendez-vous à ne pas manquer avec les parents, comme le repas. Des parents qui se prennent aussi au jeu du portable. Il est vrai que je me laisse aller quelquefois pour éviter de monter jusqu'au 2e étage, de me servir du téléphone portable, pour dire de descendre. Pour le portable, je crois qu'il y a une limite à trouver. La limite peut pas venir, à mon sens, de l'extérieur de la famille, comme par exemple la facture exagérée. C'est bien limite qui est mise par l'extérieur. Il faut que dès le départ, les parents gèrent cet objet avec les moments, les circonstances, il est permis de l'utiliser, et celle où c'est interdit. Mais existe-t-il une limite quand les jeunes entrent de plus en plus tôt dans l'univers virtuel et ses dérivés? D'ailleurs, ils savent tout faire en même temps, tuer les méchants et répondre au téléphone. Un téléphone devenu pour eux d'une banalité.
excusez-moi, mais j'en ai un, ouais. Tu as quel âge? 12 ans. Tu l'utilises pourquoi? Pour téléphoner. Je suis avec des copains là et on joue là. Et quand je vais rentrer à la maison, j'en aurai besoin. Pour faire quoi? Pour pouvoir prévenir ma mère. Le téléphone portable pour les ados, c'est comme les jeux vidéo, le soda et les frites, à consommer avec modération. La polémique autour de la pyramide de Khéops en Égypte, on en a déjà parlé. 2 Français, vous le savez, affirment avoir localisé la chambre mortuaire du pharaon. Une thèse qui a donné lieu à de sévères empoignades lors d'un congrès d'égyptologues aujourd'hui à Grenoble. Vous allez découvrir aussi, pour la première fois, des images de chambres restées fermées au public jusque-là. Frédéric Monteil, Bernard Charlon. Au cœur de la pyramide de Khéops, un corridor qu'aucun touriste n'empruntera jamais. Il est réservé aux scientifiques. C'est ici qu'en 1986, 2 Français ont percé ces blocs de pierre. Ils espéraient découvrir ce que tout le monde recherche depuis 4500 ans, la momie du pharaon Khéops. Mais à l'époque, ils n'ont trouvé que du sable. C'est honteux. Comment des Égyptiens ont-ils pu donner une telle permission? Un vrai archéologue utilise un outil comme ça, une truelle. Il n'utilise pas des technologies venues d'Europe pour trouer la pierre de notre pyramide. Quand on a vu ça en 86, c'était une catastrophe. 18 ans après leur échec, les 2 Français veulent à nouveau percer le mystère de la pyramide. Dernière idée en date, forer un trou d'1,5 centimètre ici même, dans la chambre de la reine. Mais là encore, colère des Égyptiens. Les Français prétendent qu'il y a une chambre là-dessous. Mais comment peuvent-ils dire ça sans faire de fouilles? Leur savoir, Gilles Dormion et Jean-Yves Verdurte l'ont acquis sur le tas, en arpentant les entrailles de la pyramide. Selon eux, Khéops ne repose pas dans la chambre des rois, au sommet, comme on le raconte à tous les touristes, mais ailleurs, à 3 mètres sous la chambre de la reine. En tout cas, c'est comme cela qu'ils interprètent les relevés effectués sur place. Étant donné que la chambre finale, la chambre du roi, était inutilisable, eh ben, il a retransféré sa sépulture dans la 2e chambre, dans la chambre qui est à côté de la chambre de la reine. Leur théorie, les Français auront bien du mal à la vérifier puisqu'ils sont désormais interdits de recherche sur place. Pour les Égyptiens, jaloux de leur patrimoine et de leurs croyances, pas question de transformer la 7e merveille du monde en gruyère. L'environnement, ça n'est pas un film de science-fiction. Les rats envahissent les îles bretonnes. Ça n'est pas très agréable pour les habitants, mais surtout, leur nombre inquiète les scientifiques, car ils terrorisent la faune locale, notamment les oiseaux ou les crabes. À Cézembre, au large de Saint-Malo, Romuald Bonan, Michel Hiver. Ils ont envahi la plupart des 800 îles et îlots de Bretagne. Des rats qui pullulent par milliers, venus au gré des accostages de bateaux. Des animaux apparemment inoffensifs et pourtant, cette invasion pourrait être responsable d'un véritable désordre écologique si rien n'est fait. Le problème, c'est qu'ils mangent les œufs et les oisillons de pas mal d'espèces. Ils limitent aussi les populations des espèces de micro-mammifères qu'on trouve d'habitude sur les îles, comme le mulot, la musaraigne, le campagnol. Et ils limitent aussi les populations de lézards des murailles ou d'ordées. Donc finalement, ça a quand même un impact non négligeable sur l'écosystème insulaire. Alors en Bretagne, une chasse sans merci vient de commencer, comme sur cette île au large de Saint-Malo. Plutôt que d'utiliser des produits toxiques trop agressifs dans les milieux insulaires, ces scientifiques du Conservatoire du littoral ont installé un système de plus de 200 pièges. Des chasseurs jamais bredouilles, déjà plus de 400 rongeurs ont été éliminés en 2 semaines. À la clé, une éradication pour permettre aux oiseaux des îles de reconquérir leur lieu de nidification. On a 2 nouvelles espèces nicheuses, dont une protégée et menacée, le grand gravelot. Donc ouais, on voit qu'il y a vraiment des résultats et que c'est bénéfique pour l'ensemble de l'écosystème insulaire. Grâce à cette élimination des rongeurs, plus de 45 îles de Bretagne, mais aussi de Méditerranée ou des Antilles françaises, ont vu revenir leurs oiseaux tortues et autres crabes. Les sciences et les travaux insoupçonnés de l'INRA, l'Institut de recherche agronomique. Le chou-fleur, par exemple, délicieux, mais dont l'odeur incommode parfois, eh bien les chercheurs viennent de trouver la parade. Laurence Decher, Frédéric Faure. Allez, c'est bon pour la santé, mesdames. Un petit chou-fleur à la vinaigrette, là. Il est beau, il est bon, enfin, pour ceux qui aiment. Le chou-fleur, un légume qui ne laisse jamais indifférent, tant pour le goût que pour l'odeur.
Parce qu'on n'aime pas le goût, c'est assez fade pour nous et on n'aime pas. Cuit, je l'aime pas et j'aime pas, ou alors à peine cuit et j'aime pas l'odeur. Pas cuit, pas du tout. Pourquoi Pour une question de goût, tout simplement. Eux n'ont pas l'air du même avis. Ils mangent mais ne sont pas à la cantine. Il est 9 h du matin et ici on cherche, mais on cherche aussi avec la bouche. Plus soufré, plus chou, plus typé. Ces scientifiques ont mis en évidence 3 composés intervenant dans le goût du chou-fleur, ceux qui déplaisent aux consommateurs. Ça va être l'amertume, d'une part, et ça va être un certain nombre d'odeurs, donc les odeurs chou cuit, chou, et puis donc qui correspondent à des composés soufrés, et également des odeurs de type moutarde ou piquant. Une étude réclamée par les producteurs, qui cultivent chaque année 2 à 3% de chou-fleur en moins, faute d'amateurs. Ils peuvent aujourd'hui sélectionner les variétés qui plaisent. Depuis cette étude, je bénéficie de variétés qui ont été expérimentées non seulement au champ, mais en même temps qu'on est en train de les expérimenter sur leur qualité agronomique, on est en train de les expérimenter sur leur qualité gustative. Le piège serait de produire un chou-fleur insipide, comme l'est trop souvent la tomate. Mais les producteurs ont promis, un chou restera un chou. Sport, football, les Français devaient convaincre après leur match nul face à Israël. Ils rencontraient les îles Féroé ce soir. Ils ont assuré l'essentiel, victoire 2-0, mais sans la manière. Aaron Tanzit. L'hymne français sur les îles Féroé pour ce qui devait être une simple formalité. Prendre l'air sur ce terrain champêtre et ramener une victoire avec la manière. Mais dès la 5e minute, le scénario connaît quelques ratés. Sa blessé au genou doit céder sa place à Djibril Cissé. Raymond Domenech inquiet, une demi-heure de jeu et toujours pas de but. Mais à la 33e minute, Ludovic Julie ouvre le score. C'est seulement la première occasion française, pas de quoi s'enflammer. Rappelons-le, les îles Féroé pointent au 137e rang du football mondial et ses joueurs sont amateurs. En face, les Français ne font rien pour se rassurer. La tête de Henry heurte le poteau. À la pause, les Bleus ne mènent que par 1-0 et le spectacle ne soulève pas les foules. La deuxième mi-temps commence comme la première, par un raté. Vieira s'écroule dans la surface, l'arbitre y voit une simulation, deuxième carton jaune et expulsion. Mais bizarrement réduit à 10, les Bleus retrouvent des jambes. 72e minute, Julie encore lui sert idéalement Cissé. Les Français l'emportent 2-0, une victoire laborieuse. Dans un mois contre l'air, les Bleus devront montrer d'autres qualités. Tennis, il n'y a plus de Français aux internationaux des États-Unis. Amélie Mauresmo a manqué sa chance de peu face à la Russe Elena Dementieva. Elle a battu 7-6 au 3e set. A noter également l'élimination de Serena Williams, battue par Jennifer Capriati. Et puis chez les hommes, Mikael Yodra n'ira pas en quart de finale. Il a été écarté sèchement par le Suédois Johansson en 1h20 de jeu, 6-2 au 3e set. Les effets retard des Jeux Olympiques maintenant. L'escrime profite des médailles, des succès français. Les inscriptions ont fait un bond dans les clubs en cette rentrée. Nathanaël Dorinxin, Jean-François Hoffmann. Ces enfants n'en croient pas leurs yeux. Laura Flessel, en chair et en os, avec ses médailles en bronze et en argent, rien de tel pour motiver des élèves escrimeurs. Donc ça fait 2 médailles pour les Jeux et 2 médailles pour le Valois. Donc voilà. Ils appellent ça l'effet JO. Une génération d'élèves âgés de 5-6 ans qui se pressent pour jouer les oraux. Un masque, un fleuret en plastique, quelques règles de sécurité. Les parents sont ravis, les enfants aussi. Le club est rempli. Voilà. Là, à l'heure actuelle, c'est vrai, on a beaucoup plus d'inscrits. Il nous reste encore des semaines, on ne fait que démarrer. Donc on s'attend à un effectif plus nombreux. L'effet Athènes est indéniable. Dans les salles d'armes, les nouveaux licenciés arrivent avec des images plein la tête. Alors, celui qui s'est fait trouer la main qui a gagné. C'est celui qui s'est fait trouer la main, tout à fait. Avec sa blessure à la main, Damien Touillat est devenu une sorte de héros pour ses gamins. Un accident rarissime qui n'effraie pas les novices. Bien au contraire, dans toute la France, les inscriptions augmentent dans des proportions inattendues. Voilà. Est-ce que tu es motivé? C'est toi qui as envie de faire des escrimes ou c'est toi qui as décidé d'en faire? 20% de tireurs supplémentaires, parfois plus. Certains clubs rencontrent déjà des problèmes de place. Nous sommes actuellement dans notre club à environ 100 coups de téléphone par jour. Et nous avons envoyé déjà plus de 150 dossiers en 8 jours, ce qui n'était jamais arrivé. Plus étonnant, l'escrime attire désormais des adultes à la recherche de nouvelles sensations. Pour eux,
L'heure n'est pas à la compétition, juste au maniement des armes, pour le plaisir. C'est vrai que les Jeux Olympiques, j'ai suivi les demi-finales, les finales, et ça m'a donné envie. En septembre, je me suis lancée, voilà. Pas besoin d'être un champion pour s'amuser. À l'épée, au sabre ou au fleuret, ils n'ont jamais été aussi nombreux à vouloir en découdre sur les pistes. Qui sait, les médailles olympiques de demain sont peut-être là, cachées derrière leur masque. Pour terminer, le retour sur scène de Bartabas. Cette fois, le cavalier metteur en scène a investi le château de Versailles. Sophie Jouve, Olivier Robert. Des chevaux et les 15 jeunes écuyers de l'Académie équestre de Versailles. Pendant 2 ans, ils ont travaillé sous l'œil de leur directeur Bartabas. Et maintenant, cavaliers et montures, c'est leur dernier tête-à-tête. Ce soir, ils vont entrer en pleine lumière pour leur première grande aventure sur scène. Jamais j'avais pensé faire un jour un spectacle comme ça, quoi. Déjà devant autant de monde et avec en plus Bartabas comme metteur en scène. Et voici, devant le bassin de Neptune, l'incroyable histoire du chevalier de Saint-Georges, fils d'une esclave noire et d'un aristocrate. Mulâtre, élevé comme un prince, coqueluche des salons, escrimeur, violoniste virtuose, il avait tous les talents. C'est un personnage qui, à son époque, était plus joué, plus connu, on va dire plus à la mode que Mozart. Et donc, feu d'artifice, art équestre, danse, musique et chant. Bartabas rend un hommage flamboyant à ce musicien chevalier qui fut aussi l'intime de Marie-Antoinette. Une 50aine de chevaux et un décor qui offre ses 400 mètres de perspective aux prouesses des élèves écuyers et des cavaliers de Zingaro. Une fête de lumière pour raconter une vie oubliée et rocambolesque qui nous replonge au temps de l'apogée de Versailles. Dernière minute avant de refermer ce journal, on vient d'apprendre la disparition de Raymond Marcellin, ministre de l'Intérieur du général de Gaulle après mai 68. Il avait conservé ce poste sous la présidence de Georges Pompidou. Raymond Marcellin était aussi jusqu'à il y a peu un élu du Morbihan. Il avait 90 ans. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo. Patrice Drevet, 20h55, un épisode inédit de l'Instit, carnet de voyage en Tunisie avec Gérard Klein. 1h10, dernier journal Jean-Claude Renaud. Dès 6h30 Télématin, dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Jean-Pierre Chevènement. On se quitte sur ces images pour prolonger le plaisir de l'été. Images estivales tournées aujourd'hui en Normandie à Ouistreham. Température extérieure 26 degrés. Température de l'eau 18 à 20 degrés. Un parfum encore de vacances. À demain.